Au sommaire de cette édition, l'offensive finale en Syrie contre le groupe État islamique. Elle est menée par des forces arabo-kurdes soutenues par Washington. Objectif, s'emparer des derniers réduits qu'occupent les djihadistes en pleine déroute. La poursuite de l'épreuve de force au Venezuela, elle tourne essentiellement autour de ces cargaisons de produits américains bloqués à la frontière avec la Colombie. L'armée vénézuélienne, toujours fidèle à Nicolás Maduro, refuse de les laisser rentrer, contrairement aux demandes de l'autoproclamé président Juan Guaido. À la une également, la France, l'acte 13 des Gilets jaunes hier samedi, mobilisation en recul, 51 000 personnes ont manifesté à travers le pays pour scander les mêmes revendications, pouvoir d'achat, référendum d'initiative citoyenne. Comme les fois d'avant, il y a eu des incidents violents, notamment à Paris. Voilà pour les titres. Nous sommes le 10 février. Bonjour et bienvenue. Dans l'est de la Syrie, des forces arabo-kurdes viennent de lancer ce qu'elles appellent l'offensive finale contre les djihadistes du groupe État islamique. Ces derniers ne contrôlent plus qu'une infime partie de leur désormais ex-califat. On parle de quelques kilomètres carrés à peine près de la frontière irakienne. Cette dernière bataille s'annonce décisive. Noémie Roche. À Barouz, dans la province de Deir ez-Zor, ces membres des forces démocratiques syriennes n'en ont pas tout à fait fini avec les combats. Mais tous l'assurent, y compris l'homme qui filme cette scène. Les djihadistes du groupe État islamique n'en ont plus pour longtemps. Ils ne contrôleraient plus que quelques kilomètres carrés dans cette région de l'Est syrien, tout près de la frontière irakienne. Selon les civils qui fuient Barouz, il reste environ 1000 civils et entre 500 et 600 terroristes. La bataille sera terminée dans les jours à venir. Une offensive lancée en septembre contre ce tout dernier bastion du groupe État islamique. Depuis, avec le soutien de la coalition internationale, la force arabo-kurde a repris une à une les localités tenues par les djihadistes. Comme ici, où les FDS savourent leur victoire. Aujourd'hui, il n'y a plus de combattants du groupe État islamique à Rojava. Mais leur chef se cache toujours. Leur temps viendra, nous allons en finir avec eux aussi. Une bataille finale qui se prépare. En plus d'une stratégie à mettre en place, les FDS ont dû attendre l'évacuation des civils. Les djihadistes les utiliseraient comme boucliers humains, selon eux. Plus de 20 000 personnes auraient été évacuées ces 10 derniers jours. La semaine dernière, le président des États-Unis, Donald Trump, avait pronostiqué une victoire imminente contre le groupe État islamique. L'épreuve de force se poursuit au Venezuela. Depuis quelques jours, elle tourne essentiellement autour de ces camions remplis de produits envoyés par les Américains. Ils sont censés venir en aide à la population vénézuélienne à la demande de l'autoproclamé Juan Guaido. L'armée vénézuélienne qui soutient Nicolás Maduro refuse de les laisser rentrer. Kevin Batista. Frontière fermée entre le Venezuela et la Colombie. La garde nationale vénézuélienne ne laisse entrer aucun véhicule sur le pont de Tienditas. Alors côté colombien, l'aide humanitaire s'accumule. De la nourriture et des médicaments envoyés par les États-Unis notamment. Washington soutient l'opposant Juan Guaido qui s'est autoproclamé président du pays. Aujourd'hui, l'aide humanitaire est une réalité, grâce à l'appui des démocraties du monde. Le président Nicolás Maduro rejette de son côté toute aide étrangère. C'est un cadeau empoisonné. L'emballage le rend joli, mais à l'intérieur, c'est le venin de l'humiliation. Une situation politique confuse qui gêne considérablement le travail des ONG sur place. Nous refusons de dire Maduro a raison, Guaido a raison. Ce n'est pas notre rôle. Laissez la Croix-Rouge en dehors de ça. Les Vénézuéliens souffrent de la faim depuis plusieurs mois, alors ils sont nombreux à acclamer l'arrivée des camions remplis d'aide humanitaire. Je me sens si heureuse que j'ai envie de pleurer. De pleurer pour tout ce qu'on a traversé. Moi, ma famille, tout le monde. Tandis que d'autres manifestent au même moment un peu plus loin leur soutien au président Maduro comme une nouvelle preuve de la division du pays. Dans l'actualité internationale également, Haïti, troisième jour consécutif de manifestations contre
La hausse du coût de la vie, contre la corruption, contre le gouvernement de Jovenel Moïse, jugé inapte à diriger. Ces rassemblements se sont tenus pour l'essentiel à Port-au-Prince, la capitale, mais aussi dans les communes périphériques et en province. Il y a eu des incidents violents. Au moins une personne, un jeune homme, a perdu la vie. Il a été tué par balle. La police est mise en cause. Les tensions restent persistantes. Aux États-Unis, la liste des prétendants démocrates à la Maison-Blanche continue de s'allonger. Ils rêvent tous et toutes de battre Donald Trump en 2020. Toute dernière déclaration de candidature, celle de la sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren. Elle est une figure de la gauche américaine. Hélène Goutani. Elizabeth Warren fond la foule. Dans la ville ouvrière de Lawrence, dans l'État du Massachusetts, la sénatrice a annoncé sa candidature. Avec une promesse, se battre pour tous les Américains. Celle qui se veut la championne des classes moyennes et des minorités appelle à combattre les inégalités de salaire. Sans jamais le nommer, Elizabeth Warren tacle Donald Trump et appelle à un bouleversement du système américain. L'homme à la Maison-Blanche n'est pas la cause de ce qui est cassé, mais juste le dernier et le plus extrême symptôme de ce qui va mal en Amérique. Le produit d'un système truqué qui fait monter les riches et les puissants en couvrant de saleté tous les autres. Et c'est pourquoi je me tiens ici aujourd'hui pour annoncer que je suis candidate à la présidence des États-Unis d'Amérique. L'ancienne professeure de droit d'Harvard espère se distinguer par son programme très à gauche, une manière de faire oublier la polémique sur ses lointaines origines amérindiennes, une affirmation qui lui a attiré les moqueries du président, l'affligeant du surnom de Pocahontas. Figure de proue du Parti démocrate, la sénatrice de 69 ans est connue pour ses critiques acerbes du système financier. Elle se fait connaître du grand public en défendant les droits des consommateurs en pleine crise des subprimes en 2008. Elle siège alors au panel de contrôle du Congrès, mis en place pour sauver le système bancaire. La sénatrice prône la régulation sur les marchés financiers, ce qui lui vaut une mise à l'écart politique par les républicains. En 2012, elle fait campagne pour un siège de sénateur qu'elle remporte avec plus de 95% des voix. Elizabeth Warren promet de chambouler le fonctionnement de Washington et de rendre le pouvoir économique au peuple. Avant d'en venir aux gilets jaunes en France, le reste de l'actualité internationale en bref et en images, on commence par la Corée du Sud qui a décidé d'augmenter le montant de sa contribution au financement des troupes américaines sur la péninsule. C'était une demande récurrente de Donald Trump. Cette participation passe à 890 millions de dollars contre 860 auparavant. Une nuance cependant, cet accord est prévu pour durer seulement un an, ce qui laisse augurer d'autres négociations financières à l'avenir. Le recueillement au Brésil au lendemain de cet incendie qui a ravagé un centre de formation du club de football de Flamengo. 10 personnes tuées, 2 jeunes joueurs âgés de 14 à 17 ans. Les Brésiliens leur rendent hommage tout en soulevant des questions sur des problèmes liés à la sécurité incendie concernant ces bâtiments qui ont pris feu. Et puis en Inde, de nouveaux cas mortels de consommation d'alcool frelaté. Plusieurs villages du nord du pays sont touchés. Les victimes se comptent par dizaines, 39 morts selon les chiffres de la police qui a effectué des arrestations, y compris dans ses propres rangs. La consommation d'alcool frelaté touche essentiellement les plus pauvres en Inde. Ils n'ont pas les moyens de s'acheter des produits licites. La France donc, l'acte 13 du mouvement des Gilets jaunes, une mobilisation en baisse par rapport au samedi précédent, 51 000 personnes dans les rues des grandes villes. Comme les fois d'avant, il y a eu des violences, de la casse de mobilier urbain, des blessés, des interpellations. Retour sur cet acte 13 avec nos confrères de France Télévisions. Une marée jaune dans les rues de Toulouse, l'une des places fortes du mouvement. Toulouse, soulève-toi! Ils sont entre 5 et 7 000 à manifester et se disent infatigables. À entendre ce retraité, le grand débat ne leur a rien apporté. Les retraites sont toujours coincées, il n'y a pas de hausse de quoi que ce soit. Rien n'avance, beaucoup de paroles, aucun acte. C'est écrit sur les pancartes. Ils dénoncent, je cite, la dérive du pouvoir et l'utilisation des lanceurs de balles de défense. À Bordeaux, autre bastion des Gilets jaunes, ils sont plus de 4 000, emmenés par cette banderole, en route pour un monde meilleur. Mobilisation soutenue. Quelques accrochages ont émaillé le défilé. 13e samedi de mobilisation à Lyon, au bruit des motos. Plus de 3 500 personnes selon les organisateurs. Les manifestants dénoncent notamment les taxes.
Je crois en ce mouvement, je crois en la violence sociale en France. Et c'est pour ça que je me battrai. Je me bats pas pour moi, j'en ai pas besoin, je l'avoue, j'ai pas aucune honte de le dire. Je vis très bien. Mais par contre, mes enfants et leur avenir, je suis obligé de me battre pour eux. Ici aussi, les affrontements ont eu lieu. On ignore le nombre de blessés. Les forces de l'ordre font état de 17 interpellations. Comme chaque semaine à Montpellier, plusieurs milliers de personnes place de la Comédie. Rassemblement dans le calme pour dénoncer aussi le projet de loi anti-casseurs. On a l'impression que ce gouvernement dérive de plus en plus de façon autoritaire et que la liberté d'expression et que la liberté de manifestation sont manifestement en danger. À Lorient, ils sont plus de 2000 à défiler au son de la cornemuse. Ici aussi, des signes de tension. La manifestation s'est terminée par des tirs de gaz lacrymogène. Un mot de la situation au Tchad. Cette semaine, le pouvoir d'Idriss Déby a été sauvé grâce à une intervention de l'armée française. Une colonne de rebelles venus de Libye, stoppée net. L'armée tchadienne fait état de 250 arrestations dans les rangs de ce qu'elle appelle les terroristes. Explication Noémie Roche avec les images de notre correspondant au Tchad, Mamadou Djimtebaye. Ces pick-up ont été saisis par l'armée tchadienne dans la zone de Bao, au nord-est du pays. À l'intérieur, des centaines d'armes et de munitions. Elles appartiennent à ces rebelles, membres de l'Union des forces de la résistance, l'UFR. Après avoir parcouru des centaines de kilomètres en territoire tchadien, ils ont été capturés. Acculés, ils se dirigeaient vers la région désertique et montagneuse de l'Enedi lorsqu'ils ont été faits prisonniers. L'armée tchadienne parle d'un énorme coup de filet. Plus de 250 terroristes capturés, dont 4 principaux chefs. Plusieurs documents compromettants ont été saisis. Le ratissage continue pour cueillir les terroristes égarés. Des chiffres démentis par le groupe armé. L'UFR affirme que 30 combattants seulement ont été faits prisonniers. Venus de leur base arrière en Libye, les rebelles avaient pénétré au Tchad dans la nuit du 31 janvier au 1er février. N'Djamena avait alors demandé le soutien militaire de la France. Cette semaine, des avions de l'opération Barkhane ont donc bombardé les rebelles de l'UFR, dirigés par le neveu du président Idriss Déby. Objectif selon Paris, couper court à un raid pouvant déstabiliser le Tchad. Mais cette opération a été très critiquée par l'opposition tchadienne. Elle a lieu alors que le président Déby fait face à plusieurs mouvements politico-militaires. Ils appellent à renverser celui qui dirige le pays depuis 28 ans. La disparition d'une figure de la littérature pour enfants, le dessinateur et illustrateur Tommy Ungerer, il avait 87 ans. Il laisse une œuvre riche, entre 30 et 40 000 dessins. Retour sur son parcours. Il est l'un des rares artistes à avoir inauguré un musée à son nom, à Strasbourg, sa ville natale. Couronnement d'une carrière riche de 70 livres et de milliers de dessins, dont certains, comme Les Trois Brigands ou Jean de la Lune, ont marqué des générations entières de lecteurs. Un adulte qui lit une histoire de Tommy à ses enfants s'y retrouve autant que les enfants. Un très très grand humaniste avec à la fois un optimisme et une extraordinaire lucidité. De ses traumatismes d'enfant alsacien, la mort de son père, puis l'endoctrinement nazi, il fera les pivots de son œuvre. Premier à utiliser la cruauté dans ses livres pour enfants pour les guérir de la bêtise, disait-il. Il est essentiel de traumatiser les enfants. De traumatiser les enfants pour qu'ils puissent faire face à la vie. Parti aux États-Unis à 25 ans, il se fait connaître par le dessin de presse et ses caricatures féroces de la société américaine ou contre la guerre du Vietnam. Anticonformiste, son regard satirique se prête à tous les sujets. Je me venge. Alors dans le livre de Noël, je me suis vengé sur cette exploitation commerciale d'une fête religieuse. Il aura expérimenté toutes les techniques de dessin, collage, peinture, tous les genres. Toujours avide de nouveaux terrains de jeu, gardant au fond de lui une âme d'enfant. Le jour où je me prendrai au sérieux, ce sera ma fin. Mais là, on se verra au cimetière. Je vous invite. L'ultime pirouette d'un artiste qui aura marqué son art. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité à nos chaînes. Cette semaine dans Info Intox, je vous propose de décrypter cette image.
Un hélicoptère de l'armée française a-t-il livré des armes à Boko Haram? Pas du tout. On vous montrera pourquoi c'est une intox et comment vous auriez pu faire pour la vérifier. Alors rendez-vous dans Info Intox tous les lundis sur France 24 et france24.com.